Chapitre 8. Premier rapport du docteur Watson. J'ai sous les yeux, éparses sur ma table, les lettres que j'écrivais à Sherlock Holmes au fur et à mesure que se déroulèrent les événements. Une page manque, mais, sauf cette lacune, elles sont l'expression exacte de la vérité. De plus, elles montrent mes impressions et mes craintes d'alors plus fidèlement que ne pourrait le faire ma mémoire, quelque ineffaçable souvenir qu'elle ait gardé de ces heures tragiques. Je vais donc reproduire ces lettres afin de relater les faits selon leur enchaînement. Château de Baskerville, 13 octobre. Mon cher Holmes, mes dépêches et mes lettres précédentes vous ont à peu près tenu au courant de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour dans ce coin du monde certainement oublié de Dieu. Plus on vit ici, plus l'influence de la lande pénètre l'âme du sentiment de son immensité, mais aussi de son charme effrayant. Dès qu'on a foulé ce sol, on perd la notion de l'Angleterre moderne. On heurte à chaque pas les vestiges laissés par les hommes des temps préhistoriques. Où qu'on dirige sa promenade, on rencontre les demeures de cette race éteinte, ces tombeaux et les énormes monolithes qui marquent, à ce que l'on suppose, l'emplacement de ces temples. Si celui qui examine ces huttes de pierre grisâtre adossées aux flancs ravinés des collines apercevait un homme, la barbe et les cheveux incultes, le corps recouvert d'une peau de bête, sortant de l'une d'elles et assujettissant sur la corde de son arc une flèche terminée par un silex aigu, celui-là se croirait transporté à un autre âge et jurerait que la présence en ces lieux de cet être depuis si longtemps disparu est plus naturelle que la sienne propre. On se demande avec stupeur comment des êtres humains ont pu vivre en aussi grand nombre sur cette terre toujours réputée stérile. Je ne connais rien des choses de l'Antiquité, mais je présume qu'il a existé des races pacifiques et opprimées qui ont dû se contenter des territoires dédaignés par les autres peuples plus conquérants. Tout ceci est étranger à la mission que vous m'avez confiée, et n'intéressera que médiocrement votre esprit si merveilleusement pratique. Je me rappelle encore votre superbe indifférence à propos du mouvement terrestre. Que vous importe celui des deux, de la Terre ou du Soleil qui tourne autour de l'autre? Bon, je reviens aux faits concernant Sir Henry Baskerville. Depuis ces derniers jours, je ne vous ai adressé aucun rapport parce que jusqu'à cette heure, je n'avais rien de marquant à vous signaler. Mais il vient de se produire un fait important que je dois vous raconter. Néanmoins, avant de le faire, je vais vous présenter certains facteurs du problème que nous avons à résoudre. L'un d'entre eux est ce prisonnier évadé, errant sur la lande, et dont je vous ai succinctement entretenu. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de croire qu'il a quitté le pays pour la plus grande tranquillité des habitants du district. Une semaine s'est écoulée depuis son évasion et on ne l'a pas plus vu qu'on a entendu parler de lui. Il serait inconcevable qu'il eût pu tenir la lande pendant tout ce temps. Certes, quelques-unes de ces huttes de pierre lui auraient aisément servi de cachette, mais de quoi se serait-il nourri dans ce pays où, à moins de tuer les moutons qui paissent l'herbe rase des collines, il n'y a rien à manger? Nous pensons donc qu'il s'est enfui, et les hôtes des fermes écartées goûtent de nouveau un paisible sommeil. Ici, nous sommes 4 hommes capables de nous défendre. Il n'en est pas de même chez les Stapleton, et j'avoue qu'en pensant à leur isolement, je me sens inquiet pour eux. Le frère, la sœur, un vieux serviteur et une domestique vivent éloignés de tout secours.
il se trouverait sans défense si un gaillard décidé à tout comme ce criminel de Notting Hill parvenait à s'introduire dans leur maison. Sir Henry et moi, nous préoccupant de cette situation, nous avons décidé que Perkins, le cocher, irait coucher chez Stapleton. Mais ce dernier s'y est opposé. Notre ami le baronnet témoigne un intérêt considérable à notre jolie voisine. Cela n'a rien d'étonnant dans cette contrée déserte où les heures pèsent si lourdement sur un homme aussi actif que Sir Henry. Puis Miss Beryl Stapleton est bien attirante. Il y a en elle quelque chose d'exotique, de tropical, qui forme un singulier contraste avec son frère, si froid, si impassible. Cependant, Stapleton évoque l'idée de ces feux qui couvent sous les cendres. Il exerce une très réelle influence sur sa sœur, car j'ai remarqué qu'en parlant d'elle, il cherchait constamment son regard pour y lire une approbation. L'éclat métallique des prunelles de cet homme et ses lèvres minces, d'un dessin si ferme, en dénote une nature très autoritaire. Vous le trouveriez digne de toute votre attention. L'après-midi du jour où j'avais rencontré Stapleton, il vint à Baskerville et le lendemain matin, il nous conduisit à l'endroit où l'on suppose que se passèrent, d'après la légende, les faits relatifs à ce misérable Hugo Baskerville. Nous marchâmes pendant quelques miles sur la lande jusqu'à un site tellement sinistre d'aspect qu'il n'en fallait pas davantage pour accréditer cette légende. Une étroite vallée, enserrée entre deux pics rocheux, conduisait à un espace gazonné sur lequel avaient poussé des fleurettes des champs. Au milieu se dressaient deux grandes pierres usées et comme affilées à leurs extrémités, au point de ressembler aux monstrueuses canines d'un animal fabuleux. Rien dans ce décor ne détonnait avec la scène du drame de jadis. Très intéressé, Sir Henry demanda plusieurs fois à Stapleton s'il croyait véritablement aux interventions surnaturelles dans les affaires des hommes. Il parlait sur un ton badin, mais il était évident qu'il outrait son langage. Stapleton se montra circonspect dans ses réponses, mais il était le moins évident que, par égard pour l'état d'esprit du baronnet, il dissimulait une partie de sa pensée. Il nous cita le cas de plusieurs familles ayant souffert d'influences malignes, et il nous laissa sous l'impression qu'il partageait la croyance populaire en la matière. En revenant, nous nous arrêtâmes à Merripit House pour y déjeuner. Ce fut là que Sir Henry fit la connaissance de Miss Stapleton. Dès cette première rencontre, la jeune fille me parut avoir profondément impressionné l'esprit de notre ami, et je me tromperais fort si ce sentiment ne fut pas réciproque. Pendant que nous rentrions au château, le baronnet me parla sans cesse de notre voisine, et depuis lors il ne s'est pas écoulé de jour que nous n'ayons vu quelqu'un du frère ou de la sœur. Ils ont dîné hier ici, et l'on a causé vaguement d'une visite que nous leur ferions la semaine prochaine. Vous comprenez qu'une semblable union ravirait Stapleton. Cependant, lorsque Sir Henry devenait trop empressé auprès de la sœur, j'ai surpris bonne fois dans les yeux du frère un regard non équivoque de désapprobation. Il doit être partagé entre l'affection qu'il a pour elle et la crainte de l'existence solitaire qu'il mènerait après son départ. Toutefois, ce serait le comble de l'égoïsme que de s'opposer à un aussi brillant mariage.
J'ai la conviction que Stapleton ne souhaite pas que cette intimité se change en amour, et j'ai souvent remarqué qu'il se donnait beaucoup de mal pour empêcher leur tête-à-tête. Soit dit en passant, la recommandation que vous m'avez faite de ne jamais laisser Sir Henry sortir seul deviendrait bien difficile à suivre si une intrigue d'amour venait s'ajouter à nos autres embarras. Mes bons rapports avec Sir Henry se ressentiraient certainement de l'exécution trop rigoureuse de vos ordres. L'autre jour, mardi pour préciser, le docteur Mortimer a déjeuné avec nous. Il avait pratiqué des fouilles dans un tumulus à Longdown, et il y avait trouvé un crâne de l'époque préhistorique qu'il avait rempli de joie. Je ne connais pas de maniaque qui lui soit comparable. Les Stapleton arrivèrent peu après le docteur, et Mortimer, sur la demande de Sir Henry, nous conduisit tous à l'allée des Ifs pour nous expliquer comment l'événement avait dû se produire la fatale nuit. Quelle lugubre promenade que cette allée des Ifs! Imaginez un chemin bordé de chaque côté par la muraille épaisse et sombre d'une haie taillée au ciseau, avec à droite et à gauche une étroite bande de gazon. L'extrémité de l'allée opposée au château aboutit à une serre à moitié démolie. Au milieu de cette allée, une porte s'ouvre sur la lande. C'est à cet endroit que, par deux fois, Sir Charles a secoué les cendres de son cigare. Cette porte de bois peint en blanc ne ferme qu'au loquet. Au-delà s'étend l'immensité de la lande. Je me souviens de votre théorie sur l'affaire, et j'essayais de reconstituer la scène. Tandis que le vieux gentilhomme s'était arrêté, il avait vu arriver du dehors quelque chose qui le terrifia tellement qu'il en perdit l'esprit et qu'il courut jusqu'à ce qu'il tombât foudroyé par la peur et par l'épuisement. Et voilà le long couloir de verdure par lequel il a fui. Que fuyait-il? Un chien de berger ou bien un chien noir, silencieux, monstrueux, fantastique? S'agissait-il au contraire d'un guet-apens qui ne relevait en rien de l'ordre surnaturel? Le pâle et vigilant Barrymore en savait-il plus long qu'il ne voulait en dire? Cela était vague, sombre, plus sombre surtout à cause du crime que je soupçonnais. Et depuis ma dernière lettre, j'ai fait la connaissance d'un autre voisin, M. Falkland de Lafter Hall, qui habite à 4 miles de nous vers le sud. C'est un homme âgé, rouge de teint, blanc de cheveux et colérique. La législation anglaise le passionne et il a dissipé en procès une grande fortune. Il plaide pour le seul plaisir de plaider. On le trouve toujours disposé à soutenir l'une ou l'autre face d'une question. Aussi ne doit-on pas s'étonner que cet amusement lui ait coûté fort cher. Un jour, il supprime un droit de passage et défie la commune de l'obliger à le rétablir. Le lendemain, il démolit de ses propres mains la clôture d'un voisin et déclare la servitude prescrite depuis un temps immémorial, défiant cette fois le propriétaire de le poursuivre pour violation de propriété. Il est ferré sur les droits seigneuriaux et communaux, et il applique ses connaissances juridiques tantôt en faveur des paysans de Fenworthy et tantôt contre eux, de telle sorte que périodiquement, et selon sa plus récente interprétation de la loi, on le porte en triomphe dans le village, où on l'y brûle en effigie. On prétend qu'il soutient en ce moment 7 procès, ce qui absorbera probablement le restant de sa fortune et lui enlèvera toute envie de plaider dans l'avenir. Cette bizarrerie de caractère mise à part, je le crois un bon et brave homme. Et je ne vous en parle que pour satisfaire votre désir de connaître tous ceux qui nous entourent.
Pour l'instant, il a une autre marotte. En sa qualité d'astronome amateur, il possède un excellent télescope qu'il a installé sur son toit et à l'aide duquel il passe son temps à interroger la lande afin de découvrir le prisonnier échappé de Princeton. S'il employait seulement son activité à ce but louable, tout serait pour le mieux. Mais la rumeur publique fait circuler le bruit qu'il a l'intention de poursuivre le docteur Mortimer pour avoir ouvert un tombeau sans l'autorisation des parents du défunt. Il s'agit du crâne de l'âge néolithique retiré du tumulus de Langdown. En un mot, il rompt la monotonie de notre existence et apporte une note gaie dans ce milieu qui en a réellement besoin. Maintenant que je vous ai entretenu du prisonnier évadé des Stapleton, du docteur Mortimer de Frankland, laissez-moi finir par un fait très important. Il concerne les Barrymore. Vous vous souvenez du télégramme envoyé de Londres pour nous assurer que Barrymore se trouvait bien ici. Je vous ai déjà informé que le témoignage du directeur de la poste de Grimpen n'était concluant ni dans un sens ni dans l'autre. Je dis à Sir Henry ce qu'il en était. Immédiatement, il appela Barrymore et lui demanda s'il avait reçu lui-même le télégramme. Barrymore répondit affirmativement. Le petit télégraphiste vous l'a-t-il remis en main propre interrogea Sir Henry. Barrymore parut étonné et réfléchit quelques instants. « Oh non, fit-il, j'étais au grenier à ce moment-là. C'est ma femme qui me l'y a monté. »« Et est-ce vous qui avez envoyé la réponse ?»« Non, j'ai dit à ma femme ce qu'il fallait répondre, elle est redescendue pour écrire. » Dans la soirée, le valet de chambre revint de lui-même sur ce sujet. Je cherche vraiment, Sir Henry, à comprendre l'objet de vos questions, dit-il. J'espère qu'elle ne tente pas à établir que je fais quoi que ce soit pour perdre votre confiance. » Sir Henry affirma qu'il n'en était rien. Il acheva de le tranquilliser en lui donnant presque toute son ancienne garde-robe. Madame Barrymore m'intéresse au plus haut degré. C'est une femme un peu corpulente, bornée, excessivement respectable et de mœurs puritaines. Vous imagineriez difficilement une nature plus glaciale. Je vous ai raconté comment je l'entendis sangloter la nuit de mon arrivée au château. Depuis, j'ai surpris maintes fois des draps de larmes sur son visage. Quelque profond chagrin lui ronge le cœur. Est-ce le souvenir d'une faute qui la hante? Ou bien Barrymore jouerait-il les tyrans domestiques? J'ai toujours pressenti qu'il y avait quelque chose d'anormal et de louche dans les manières de cet homme. Et l'aventure de la nuit dernière a fortifié mes soupçons. Et cependant, elle semble de bien petite importance par elle-même. Vous savez si en temps ordinaire mon sommeil est léger. Il est plus léger encore depuis que vous m'avez placé de garde auprès de Sir Henry. Or, la nuit dernière, vers 2 heures du matin, je fus réveillé par un bruit de pas glissant furtivement dans le corridor. Je me levai et j'ouvris la porte pour risquer un œil. Une ombre noire allongée, celle d'un homme tenant une bougie à la main, traînait sur le tapis. L'homme était en bras de chemise et pieds nus. Je ne voyais que les contours de son ombre. Mais à ses dimensions, je reconnus qu'elle ne pouvait appartenir qu'à Barrymore. Il marchait lentement, avec précaution. Il y avait dans son allure quelque chose d'indéfinissable, de criminel et de craintif à la fois.
Je vous ai écrit que le balcon qui court autour du hall coupe en deux le corridor et que ce dernier se prolonge à droite et à gauche jusqu'à chaque extrémité du château. J'attendis que Barrymore eût disparu, puis je le suivis. Lorsque j'arrivai au tournant du balcon, il avait atteint le fond du corridor et, à une clarté qui passait par l'entrebâillement d'une porte, je vis qu'il était entré dans une chambre. Toutes ces chambres sont nues et inoccupées. Son expédition n'en devenait que plus incompréhensible pour moi. En étouffant le bruit de mes pas, je me glissai le long du passage et j'avançai ma tête par l'ouverture de la porte. Barrymore était blotti dans le coin de la fenêtre, sa bougie tout près de la vitre. Son profil, à demi tourné vers moi, me permit de constater l'expression d'attente impatiente peinte sur son visage, tandis qu'il scrutait les ténèbres de la lande. Pendant quelques minutes, son regard eut une fixité étonnante. Puis il poussa un profond soupir et, avec un geste de mauvaise humeur, il éteignit sa bougie. Toujours aussi furtivement, je regagnai ma chambre, et bientôt après, j'entendis Barrymore retourner également chez lui. 1 heure s'écoula. Alors je perçus vaguement, dans un demi-sommeil, le grincement d'une clé dans une serrure. Mais je ne pus distinguer d'où venait ce bruit. Comment deviner ce que cela signifie? Il se passe certainement dans cette maison des choses mystérieuses que nous finirons bien par découvrir un jour ou l'autre. Je ne vous importunerai pas de mes théories puisque vous ne réclamez de moi que des faits. Mais ce matin, j'ai eu une longue conversation avec Sir Henry et nous avons dressé un plan de campagne basé sur ma découverte de la nuit précédente. Je ne vous entretiendrai pas aujourd'hui, il fera l'objet de mon prochain rapport, dont la lecture ne manquera pas de vous intéresser. Chapitre 9. Deuxième rapport du docteur Watson, la lumière sur la lande. Baskerville, 15 octobre. Mon cher Holmes, si pendant quelques jours je vous ai laissé sans nouvelles, vous conviendrez que je répare aujourd'hui le temps perdu. Les événements se précipitent autour de nous. Dans mon dernier rapport, je terminais en vous narrant la promenade nocturne de Barrymore. Aujourd'hui, voici une abondante moisson de renseignements qui vous surprendront grandement, ou bien je me tromperai fort. Les choses ont pris une tournure que je ne pouvais prévoir. Pendant les 48 heures qui viennent de s'écouler, il est survenu quelques éclaircissements qui, si j'ose m'exprimer ainsi, ont d'un autre côté rendu la situation plus compliquée. Je vais tout vous conter. Vous jugerez vous-même. Le lendemain de mon aventure, j'allais examiner avant le déjeuner la chambre dans laquelle Barrymore avait pénétré la nuit précédente. Je remarquai que la fenêtre par laquelle notre homme regardait si attentivement la lande avait une particularité, celle de donner le plus près sur la campagne. Par une échappée ménagée entre 2 rangées d'arbres, une personne placée dans la situation occupée par le valet de chambre pouvait découvrir un assez vaste horizon, alors que les autres croisées, elle n'en aurait aperçu qu'un coin très restreint. Il résultait de cette constatation que Barrymore avait choisi cette fenêtre dans le dessein de voir quelque chose ou quelqu'un sur la lande. Mais comme la nuit était obscure, on ne pouvait supposer qu'il eût l'intention de voir quelqu'un. Je pensais tout d'abord à une intrigue d'amour. Cela expliquait, et c'est pas furtif,
et les pleurs de sa femme. Barrymore est un fort beau garçon, bien fait pour séduire une fille de la campagne. Cette supposition paraissait donc très vraisemblable. De plus, la porte, ouverte après mon retour dans ma chambre, indiquait qu'il était sorti pour courir à quelque rendez-vous clandestin. Le lendemain matin, je raisonnais donc ainsi et je vous communique l'orientation de mes soupçons, bien que la suite ait prouvé combien peu ils étaient fondés. La conduite de Barrymore pouvait s'expliquer le plus naturellement du monde. Cependant, je ne crus pas devoir faire ma découverte à Sir Henry. J'eus un entretien avec le baronnet et je lui fis part de tout ce que j'avais su. Je savais que Barrymore se promenait toutes les nuits, me dit-il, et je voulais le questionner à ce sujet. 2 ou 3 fois, à la même heure que vous, je l'ai entendu aller et venir dans le corridor. Peut-être va-t-il toutes les nuits à cette fenêtre, insinuai-je. Peut-être. Guettons-le. Nous avons vite appris la raison de ses promenades. Oh, je me demande ce que ferait votre ami Holmes s'il se trouvait ici. Oh, il s'arrêterait certainement au parti que vous vous proposez, répondis-je. Il suivrait Barrymore. Alors, nous le suivrons aussi. Oui, mais ne nous entendra-t-il pas? Non, il est un peu sourd. En tout cas, il faut que nous tentions l'aventure. Cette nuit, nous veillerons dans ma chambre et nous attendrons qu'il ait passé. Sir Henry se frottait les mains de plaisir. Évidemment, il se réjouissait de cette perspective qui apportait un changement dans la monotonie de son existence. Le baronnet s'est mis en rapport avec l'architecte qui avait dressé pour Sir Charles les plans de la réfection du château. Il a traité avec un entrepreneur de Londres et les réparations vont bientôt commencer. Il a commandé des décorateurs et des tapissiers de Plymouth, et sans nul doute notre jeune ami ne veut rien négliger pour tenir l'ancien rang de sa famille. Lorsque la maison sera réparée et remeublée, il n'y manquera plus que la présence d'une femme. Entre nous, il existe des indices caractéristiques de la prompte exécution de ce projet, pour peu que la dame y consente. En effet, j'ai rarement rencontré un homme plus emballé sur une femme que ne l'est Sir Henry sur notre belle voisine, Miss Stapleton. Cependant, je crains bien que leur voyage sur le fleuve du Tendre ne soit très mouvementé. Aujourd'hui, par exemple, la surface de l'onde chère aux amoureux a été ridée par un coup de vent inattendu qui a causé un vif mécompte à notre ami. Lorsque notre conversation sur Barrymore eut pris fin, Sir Henry mit son chapeau et se disposa à partir. Naturellement, j'en fis autant. « Où allez-vous, Watson » me demanda-t-il en me regardant avec curiosité. « Cela dépend. Devez-vous traverser la lande ?»« Oui. Alors, vous connaissez mes instructions. Je regrette de vous importuner de ma personne, mais vous n'ignorez pas qu'Holmes m'a recommandé avec instance de ne pas vous perdre de vue, surtout quand vous iriez sur la lande. » Sir Henry posa en riant sa main sur mon épaule. « Mon cher ami, fit-il, malgré toute sa perspicacité, Holmes n'a pas prévu certaines choses qui se sont passées depuis mon arrivée ici. Vous me comprenez? Oh, je jurerais bien que vous êtes le dernier homme qui consentirait à jouer auprès de moi le rôle de trouble-fête. Il faut que je sorte seul. » Ces paroles me plaçaient dans une situation embarrassante. Je ne savais trop que dire ni que faire,
Et avant que mon résolution cessât, Sir Henry avait enlevé ma canne du porte-manteau et s'était éloigné. À la réflexion, ma conscience me reprocha amèrement de n'avoir pas exigé, sous un prétexte quelconque, que le baronnet me gardât auprès de lui. Je me représentais la posture que j'aurais vis-à-vis de vous. Si je retournais à Baker Street, vous avouez que ma désobéissance à vos ordres avait causé un malheur. Je vous assure qu'à cette pensée, le sang me brûla les joues. Je me dis que je pouvais encore rattraper mon promeneur et je partis immédiatement dans la direction de Merripit House. Je courus de toute la vitesse de mes jambes jusqu'au point où la route bifurque sur la lande. Sir Henry demeurait invisible. Alors, craignant d'avoir suivi une mauvaise direction, j'escaladai une colline, celle que l'on avait exploitée comme carrière de granit, du haut de laquelle ma vue embrassait presque tout le pays. Immédiatement, j'aperçus le baronnet à 500 mètres devant moi. Il s'était engagé dans le petit sentier. Une femme, qui ne pouvait être que Miss Templeton, marchait à côté de lui. Certainement, un accord existait déjà entre eux, et je surprenais un rendez-vous convenu. Ils allaient, lentement, absorbés par leur conversation. Je vis Miss Templeton faire de rapides mouvements avec sa main, comme pour souligner ce qu'elle disait, tandis que Sir Henry l'écoutait attentivement et secouait parfois négativement la tête. Je me dissimulais derrière un rocher, curieux de voir comment tout cela finirait. Me jeter au travers de leur entretien c'eût été commettre une impertinence dont je me sentais incapable. Mais, d'autre part, ma consigne m'ordonnait de marcher dans les pas de Sir Henry. Oh, espionner un ami est un acte odieux. Cependant, je me résolus à l'observer du haut de ma cachette et de lui confesser plus tard ma faute. J'étais certain qu'il conviendrait avec moi de la difficulté de ma situation et qu'il approuverait le parti que j'avais pris, bien que, si un danger soudain lui menaçait, je me fusse trouvé trop éloigné pour le secourir promptement. Sir Henry et sa compagne, perdus dans leur absorbante conversation, s'étaient arrêtés au milieu du sentier. Tout à coup, j'eus la sensation de n'être pas le seul témoin de leur entrevue. Quelque chose de vert, flottant dans l'air, attira mon attention. Un nouveau regard me montra ce quelque chose fixé à l'extrémité d'un bâton porté par un homme qui enjambait les quartiers de roche. Je reconnus Stapleton et son filet. La distance qui le séparait du couple était moins grande que celle qui m'en séparait moi-même, et il paraissait se diriger du côté des deux jeunes gens. À ce moment, Sir Henry attira Miss Stapleton vers lui. Il avait passé son bras autour de la taille de Beryl, qui se recula en détournant son visage, il se pencha vers elle, mais elle étendit la main pour se protéger. Une seconde après, je les vis s'éloigner précipitamment l'un de l'autre et faire demi-tour. Stapleton avait provoqué cette brusque séparation. Il accourait au-devant eux, son ridicule filet se balançant sur son épaule. Il gesticulait comme un possédé, et sa surexcitation était telle qu'il dansait presque en face des amoureux. Je ne pouvais imaginer ce qui se passait. Toutefois, je crus deviner que Stapleton gourmandait Sir Henry, et que ce dernier présentait des explications, et que sa colère croissait à mesure que l'autre refusait de les accepter. La dame gardait un silence hautain.
Finalement, Stapleton tourna sur ses talons et fit de la main un signe péremptoire à sa sœur. Celle-ci, après un regard plein d'hésitation adressé à Sir Henry, se décida à marcher aux côtés de son frère. Les gestes de colère du naturaliste indiquaient que la jeune fille n'échappait pas à son mécontentement. Après les avoir considérés l'un et l'autre pendant l'espace d'une minute, le baronnet, la tête basse et l'air abattu, reprit lentement le chemin par lequel il était venu. Je ne pouvais deviner ce que tout cela signifiait, mais je me sentais honteux d'avoir assisté à cette scène à l'insu de mon ami. Je dégringolai vivement la colline pour aller à la rencontre de Sir Henry. Son visage était pourpre de colère et ses sourcils froncés comme ceux d'un homme poussé à bout. « Hallo, Watson, d'où sortez-vous » me dit-il. « J'aime à croire que vous ne m'avez pas suivi. » Je lui expliquai tout, comment j'avais jugé impossible de le laisser s'engager seul sur la lande et comment j'avais assisté à ce qui venait d'arriver. Pendant un moment, ses yeux flambèrent, mais ma franchise le désarma et il eut un triste sourire. On aurait pensé, reprit-il, que cette solitude offrirait un abri sûr. Ah oui, tout le pays semble s'y être réuni pour me voir faire ma cour. Et quelle misérable cour! Où aviez-vous loué un fauteuil? Là, sur la colline. Au dernier rang. Son frère à elle était assis aux premières loges. L'avez-vous aperçu s'approcher de nous? Oui. Aviez-vous jamais remarqué qu'il fût toqué? Non. Mais moi non plus. Jusqu'à ce jour, je le jugeais sain d'esprit. Mais à cette heure, je vous affirme que l'un de nous mérite une camisole de force. À propos de quoi en a-t-il après moi? Voilà déjà plusieurs semaines, Watson, que nous vivons côte à côte. Parlez-moi franchement. Y a-t-il un empêchement à ce que je sois un bon mari pour une femme que j'aimerais? Oh non, je n'en vois pas. Stapleton ne peut arguer de ma situation mondaine. C'est donc ma personne qu'il méprise. Et qu'a-t-il contre moi? Je n'ai jamais fait de tort à personne que je sache. Et cependant, il ne m'autorise pas à toucher le bout des doigts de sa sœur. Non? Si, et bien plus encore. Écoutez, Watson. Je ne connais Miss Stapleton que depuis quelques semaines, mais le jour où je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai senti que Dieu l'avait faite pour moi, et elle pareillement. Elle était heureuse de se trouver près de moi, je la jurerais. Il passe dans les yeux des femmes des lueurs qui sont plus éloquentes que les paroles. Son frère ne nous permettait pas de rester seuls ensemble, et aujourd'hui seulement, j'ai saisi l'occasion de causer avec elle sans témoin. Notre rencontre l'a comblée de joie, mais ce n'était pas d'amour qu'elle désirait m'entretenir. Et si elle avait pu m'en empêcher, elle n'aurait pas souffert que je lui en eusse parlé. Elle a commencé à insister sur le danger que je cours ici et sur l'inquiétude dans laquelle elle vivrait si je ne quittais pas Baskerville. Je lui ai répondu que depuis que je la connaissais, je n'étais plus pressé de partir et que si réellement elle souhaitait mon départ, le meilleur moyen d'en venir à ses fins était de s'arranger pour m'accompagner. Je lui proposais de l'épouser, mais avant qu'il eût pu me répondre, son espèce de frère arrivait sur nous avec des façons d'énergumène. Ses joues bleuissaient de rage et dans ses yeux de sinistres éclairs de folie s'allumaient.
Que faisais-je avec madame? Comment avais-je l'audace de lui rendre les hommages qui lui étaient odieux? Mon titre de baronnet autorisait-il donc une conduite aussi cavalière? Oh, si Stapleton n'avait pas été le frère de Beryl, j'aurais mieux su que lui répondre. En tout cas, je lui ai dit quel sentiment m'inspirait sa sœur et que j'espérais qu'elle me ferait l'honneur de devenir ma femme. Au lieu de se calmer, ce discours l'irrita encore davantage. À mon tour, je m'emportai et je ripostai un peu plus aigrement que je ne l'aurais dû, Beryl étant présente à notre altercation. Leur départ précipité a terminé cette scène pénible, et vous voyez en moi l'homme le plus bouleversé de tout le comté. Je risquais une ou deux explications, mais j'étais en réalité tout aussi troublé que Sir Henry. Le titre de notre ami, sa fortune, son âge, ses manières, son physique, tout militait en sa faveur. On ne pouvait rien lui reprocher, rien que le fatal destin qui s'acharnait sur sa famille. Et pourquoi repousser brusquement ses avances, sans même prendre l'avis de la personne qui en était l'objet? Et pourquoi Miss Stapleton avait-elle obéi à son frère, sans protester autrement que par son effarement? Dans l'après-midi, une visite du naturaliste fit cesser nos conjectures. Il venait s'excuser de sa conduite grossière. Après un long entretien avec Sir Henry dans le cabinet de ce dernier, tout malentendu fut dissipé, et l'on convint que pour fêter cette réconciliation, nous irions dîner le vendredi suivant à Merripit House. Cette démarche de Stapleton ne modifie pas mon appréciation sur lui, me dit Sir Henry. Je le considère toujours comme un peu toqué. Je ne puis oublier l'expression de son regard quand il courut sur moi ce matin. Cependant, je dois reconnaître qu'il s'est excusé de fort bonne grâce. Vous a-t-il donné une explication de sa conduite? Oui, il prétend qu'il a reporté sur sa sœur toutes ses affections. Cela est très naturel et je me réjouis de ses sentiments à son égard. Il m'a dit qu'ils avaient toujours vécu ensemble, menant une existence de cénobite et que la pensée de la perdre lui était intolérable. Il a ensuite ajouté qu'il ne s'était pas tout d'abord aperçu de mon attachement pour Miss Stapleton, mais que, lorsqu'il avait vu de ses propres yeux l'impression produite sur moi par sa sœur et qu'il avait compris qu'un jour viendrait peut-être où il se serait forcé de se séparer d'elle, il avait ressenti un tel choc que pendant une minute, il ne lui fut plus conscient de ses paroles ou de ses actes. Il se confondit en excuses et reconnut de quelle folie et de quel égoïsme il se rendait coupable en voulant retenir éternellement autour de lui une aussi belle personne que sa sœur. Il conclut en convenant que si elle devait le quitter, il valait mieux que ce fût pour épouser un voisin tel que moi. Vraiment? Oui, il s'appesantit sur la rudesse du coup et sur le temps qu'il lui faudrait pour s'y accoutumer. Il s'engagea à ne plus s'opposer à mes projets si je lui promettais de n'en plus parler de 3 mois et si pendant ce temps je me contentais de l'amitié de Miss Beryl sans lui demander son amour. Je promis tout ce qu'il désirait et cela clôtura le débat. Voilà donc un de nos petits mystères éclaircis. Nous savons maintenant pourquoi Stapleton regardait avec défaveur l'amoureux de sa sœur, même lorsque cet amoureux est un parti aussi enviable que Sir Henry.
Passons maintenant à un autre fil que j'ai débrouillé dans cet écheveau pourtant si emmêlé. Je veux parler des gémissements nocturnes, du visage éploré de Madame Barrymore et des pérégrinations clandestines de son mari. Félicitez-moi, mon cher Holmes. Dites-moi que je n'ai pas déçu l'espoir que vous aviez placé dans mes qualités de détective et que vous ne regretterez pas le témoignage de confiance dont vous m'avez honoré en m'envoyant ici. Il ne m'a fallu qu'une nuit pour tirer tout cela au clair. En disant une nuit, j'exagère. 2 nuits m'ont été nécessaires, car la première, nous avons fait chou blanc. Nous étions restés dans la chambre de Sir Henry à fumer des cigarettes jusqu'à 3 heures du matin. Sauf le carillon de l'horloge du hall, aucun bruit ne frappa nos oreilles. Ce fut une veillée peu réjouissante qui se termina par notre assoupissement dans les bras de nos fauteuils respectifs. Mais nous ne nous décourageâmes pas pour cela et nous convînmes de recommencer. La nuit suivante, nous baissâmes la lampe et, la cigarette aux lèvres, nous nous tîmes quoi. Oh, combien les heures s'écoulèrent lentement. Cependant, nous avions pour nous soutenir l'ardeur du chasseur qui surveille le piège dans lequel il espère voir tomber la bête de chasse. 1 heure sonna, puis 2 heures. Pour la seconde fois, nous allions nous séparer bredouille lorsque, d'un même mouvement, nous nous levâmes de nos sièges. Un pas glissait furtivement le long du corridor. Quand il se fut évanoui dans le lointain, le baronnet, très doucement, ouvrit la porte et nous sortîmes de la chambre. Notre homme avait déjà dépassé le balcon du hall. Le corridor était plongé dans les ténèbres. Nous le parcourûmes jusqu'à l'autre aile du château. Nous arrivâmes assez tôt pour apercevoir la silhouette d'un homme barbu de haute taille qui marchait sur la pointe des pieds en courbant les épaules. Il poussa la même porte que l'avant-veille. La lueur de la bougie en dessina lumineusement l'encadrement et piqua d'un rayon de clarté jaune l'obscurité du corridor. Avec des précautions infinies, nous nous dirigeâmes de ce côté, tâtant du pied chaque lame du parquet avant de lui confier le poids de notre corps. Nous avions au préalable enlevé nos bottines, mais le plancher vermoulu fléchissait et criait sous nos pas. Parfois, il nous semblait impossible que Barrymore ne nous entendît pas. Fort heureusement, il est sourd, et la préoccupation de ne pas faire de bruit l'absorbait entièrement. Nous atteignîmes enfin la porte, derrière laquelle il avait disparu, et nous jetâmes un coup d'œil dans la chambre. Barrymore, une bougie à la main, était presque collé contre la fenêtre et regardait attentivement à travers les carreaux, dans la même position que les nuits précédentes. Nous n'étions convenus de rien, mais le caractère résolu du baronnet le porte naturellement à aller droit au but. Il pénétra dans la chambre. Au bruit, Barrymore se retira vivement de la fenêtre et nous apparut, tremblant, livide, haletant. Ses yeux noirs, rendus plus brillants par la pâleur exsangue de la face, avaient, en nous regardant, Sir Henry et moi, une expression d'étonnement et d'effroi. « Que faites-vous là, Barrymore » demanda le baronnet. « Rien, monsieur. » Sa frayeur était si grande qu'il pouvait à peine parler,
et le tremblement de sa main agitait à tel point la bougie que les ombres dansaient sur la muraille. « C'est la fenêtre, reprit-il. Je fais une ronde toutes les nuits pour m'assurer qu'elles sont bien fermées. » « Au second étage ? » ?»« Oui, monsieur, toutes les fenêtres. » »« Écoutez-moi, Barrymore, lui dit Sir Henry sévèrement. Nous sommes décidés à vous arracher la vérité. Cela vous évitera des ennuis dans l'avenir. Allons, pas de mensonge. Que faisiez-vous à cette fenêtre ? Le pauvre diable nous adressa un regard désespéré et croisa ses mains dans un geste de muette supplication. « Je ne faisais rien de mal, monsieur. Je tenais une bougie contre cette fenêtre. »« Dans quel but ? » Ne me le demandez pas, Sir Henry, ne me le demandez pas. Je vous jure que ce secret ne m'appartient pas et que je ne puis vous le dire. S'il n'intéressait que moi seul, je vous le confierais sans hésiter. Une pensée soudaine me traversa l'esprit et je pris la bougie des mains tremblantes du valet de chambre. Ce doit être un signal, dis-je au baronnet. Voyons si l'on y répondra. J'imitais la manœuvre de Barrymore et, regardant au dehors, j'essayais de percer les ténèbres de la nuit. De gros nuages voilaient la lune. Je distinguais vaguement la ligne sombre formée par la cime des arbres et au-delà une vaste étendue plus éclairée, la lande. Tout à coup un cri de joie m'échappa. Un point lumineux avait surgi dans le lointain. « Oh, le voilà !» m'écriai-je. « Non, monsieur, non, ce n'est rien !» répliqua le valet de chambre. « Je vous assure. » « Promenez votre bougie devant la fenêtre, Watson, » me dit le baronnet. « Ah, tenez, l'autre lumière remue également. » Maintenant, coquin, direz-vous que c'était un signal ? Parlez. Quel est là-bas votre complice et contre qui conspirez-vous ? Le visage de Barrymore exprima aussitôt une défiance manifeste. C'est mon affaire et non la vôtre. Vous ne saurez rien. Alors, quittez mon service immédiatement. Très bien, monsieur. Je vous chasse. Vous devriez être honteux de votre conduite. Votre famille a vécu pendant plusieurs siècles sous le même toit que la mienne, et je vous trouve mêlé à quelque complot tramé contre moi. Oh non, monsieur, oh non, pas contre vous, fit une voix de femme. Nous nous retournâmes, et sur le seuil de la chambre, nous aperçûmes madame Barrymore plus pâle et plus terrifiée que son mari. Enveloppée dans un châle en jupon, cet accoutrement l'aurait rendue grotesque, n'avait été l'intensité des sentiments exprimés sur son visage. « Il nous faut partir, Elisa, » lui dit Barrymore. « Sans défait, prépare nos paquets. »« Oh, Jean, Jean, répondit-elle, je suis la cause de ton renvoi. Il n'y a que moi seul de coupable. Il n'a fait que ce que je lui ai demandé. » « Parlez alors, commanda Sir Henry. Que voulez-vous dire ? » « Mon malheureux frère meurt de faim sur la lande. Nous ne pouvons le laisser périr si près de nous. Et au moyen de cette bougie, nous lui annonçons que nous lui avons préparé les vivres et la lueur que vous avez aperçue là-bas nous indique l'endroit où nous devons les lui apporter. »
Votre frère est... Ouais, le prisonnier évadé de Princeton, Selden, l'assassin. Voilà la vérité, monsieur, dit Barrymore. Je vous ai dit que ce secret ne m'appartenait pas et qu'il m'était impossible de vous l'apprendre. Ben, vous le connaissez maintenant. Et vous voyez que s'il y a un complot, il n'est pas dirigé contre vous. Ainsi se trouvent expliquées les expéditions nocturnes de Barrymore et les échanges de signaux entre le château et la lande. Sir Henry et moi, nous regardions avec stupéfaction Madame Barrymore. Cette personne d'aspect si respectable était donc du même sang que l'un des plus célèbres criminels de l'Angleterre. « Oui, monsieur, reprit-elle, je m'appelle Selden, et il est mon frère. Nous l'avons trop gâté dans son enfance. Il a fini par croire que le monde m'avait été créé que pour son plaisir, et qu'il était libre d'y faire ce que bon lui semblait. Devenu grand, il fréquenta de mauvais compagnons, et le chagrin causé par son inconduite hâta la mort de notre pauvre mère. Et de crime en crime, il descendit toujours plus bas, et il ne dut qu'à la miséricorde divine d'échapper à l'échafaud. Mais pour moi, mon bon monsieur, il est toujours resté le petit enfant aux cheveux bouclés que j'avais soigné, avec lequel j'avais joué autrefois, en sœur aînée aimante et dévouée. Il connaît ses sentiments, et c'est ce qui l'a déterminé à s'évader de prison. Il est venu me retrouver, certain d'avance que je ne refuserai pas de l'aider. Une nuit, il arriva ainsi, exténué de fatigue et de faim, traqué par la police. Que devions-nous faire? Nous le recueillîmes, nous le nourrîmes et nous prîmes soin de lui. Lorsqu'on annonça votre venue ici, mon frère pensa qu'il serait plus en sûreté sur la lande que partout ailleurs. Il attend dans sa cachette que l'oubli se fasse autour de son nom. Toutes les 2 nuits, nous plaçons une bougie devant la fenêtre pour nous assurer de sa présence, et s'il nous répond par le même signal, mon mari va lui porter les vivres. Nous espérons toujours qu'il pourra fuir, mais tant qu'il sera là, nous ne l'abandonnerons pas. Voilà, monsieur, aussi vrai que je suis une honnête femme, la vérité tout entière. Vous conviendrez que si quelqu'un mérite un blâme, ce n'est pas mon mari, mais moi seul pour l'amour de qui il a tout fait. Madame Barrymore parlait avec un air de sincérité qui entraînait la conviction. « Est-ce vrai, Barrymore » demanda le baronnet. « Oui, Sir Henry, absolument. » Je ne puis vous blâmer d'avoir assisté votre femme. Oubliez ce que j'ai dit. Rentrez chez vous. Nous causerons de tout cela demain matin. Lorsque les 2 époux furent sortis, nous regardâmes encore par la fenêtre. Sir Henry l'avait ouverte toute grande. Le vent glacial de la nuit nous cinglait le visage. Au loin, le point lumineux brillait toujours. Je me demande comment Selden ose allumer cette bougie, dit Sir Henry. Peut-être la dispose-t-il de façon à ne la rendre visible que du château? Très vraisemblablement. À combien évaluez-vous la distance qui nous sépare d'elle? Oh, elle doit être près du Cleftor.
1 mile ou 2, oh à peine. Bon, c'est juste, puisque Barrymore doit y porter des provisions, elle ne peut se trouver à une trop grande distance. Et dire que ce misérable attend à côté de sa bougie. Vraiment, Watson, j'ai envie de sortir et d'arrêter cet homme. Un désir semblable avait traversé mon esprit. Je ne l'aurais certainement pas eu si les Barrymore s'étaient spontanément confiés à nous. Mais nous avions dû leur arracher leur secret. Oui, et puis cet homme ne constituait-il pas un danger permanent pour la société? N'était-il pas un scélérat endurci, digne de pitié? En somme, nous ne faisions que notre devoir en essayant de le replonger dans le cachot où il serait inoffensif. Si nous n'exécutions pas ce projet, qui sait si d'autres ne paieraient pas de leur vie le prix de notre indifférence? Qui sait, par exemple, si quelque nuit il ne s'attaquerait pas à nos voisins, les Stapleton? Je soupçonne Sir Henry d'avoir obéi à cette pensée en se montrant si décidé à tenter cette aventure. Bon, je vous accompagne, lui dis-je. Alors prenez votre revolver et chaussez vos bottines. Plus tôt nous partirons, mieux cela vaudra. Le drôle n'aurait qu'à souffler sa bougie et qu'à filer. 5 minutes plus tard, nous étions dehors en route pour notre expédition. Nous marchions à travers les taillis, au milieu du triste sifflement du vent d'automne et du bruissement des feuilles mortes. L'air de la nuit était chargé d'humidité et la terre dégageait l'âcre senteur des plantes en décomposition. De temps en temps, la lune pointait entre deux nuages, mais bientôt les nuées se rejoignaient et recouvraient toute la surface du ciel. Au moment où nous mettions le pied sur la lande, une pluie menue commença à tomber. Devant nous, la lueur jaune brillait toujours. « Êtes-vous armé » dis-je tout bas à Sir Henry. « Oui, j'ai un fusil de chasse à répétition. »« Il faudra surprendre Selden et nous emparer de lui avant qu'il soit en état de nous résister, » repris-je. « Il paraît que c'est un garçon déterminé. » Dites donc, Watson, que penserait M. Sherlock Holmes de nous voir ainsi sur la lande à l'heure où l'esprit du mal chemine? Comme en réponse à ces paroles, il s'éleva dans la vaste solitude de la lande ce cri étrange que j'avais déjà entendu sur les bords de la grande fondrière de Grimpen. Porté par le vent dans le silence de la nuit, arriva jusqu'à nous ce long murmure, bientôt suivi d'un hurlement sonore et terminé par une sorte de lugubre gémissement. Il retentit à plusieurs reprises, strident, sauvage, menaçant, ébranlant l'atmosphère entière. Le baronnet me saisit le bras, et malgré l'obscurité, je le vis blêmir. « Mon Dieu, Watson, qu'y a-t-il » ? « Ah, je l'ignore. C'est un bruit de la lande. Je l'ai déjà entendu une fois. » Le cri ne se renouvela pas, et un silence de mort s'abattit sur nous. Nous prêtâmes attentivement l'oreille, mais en vain. « Watson, me dit le baronnet, c'était le hurlement d'un chien. » Mon sang se glaça dans mes veines. Pendant que Sir Henry parlait, un tremblement secouait sa voix et montrait toute la soudaine terreur qui s'était emparée de lui. « Comment appelle-t-il ce bruit » ajouta-t-il. « Qui ? Il, les gens du pays. »
Oh, ce sont des paysans ignorants, que vous importe le nom par lequel ils le désignent. Ben, dites-le moi toujours, Watson. J'hésitais, cependant je ne pus éluder la question. Ils prétendent que c'est le hurlement du chien des Baskerville. Sir Henry soupira et resta un moment silencieux. Un chien, soit, fit-il enfin. En tout cas, il me semble que le son venait de là-bas, à plusieurs miles de distance. Mais il est difficile d'en indiquer la direction. Il s'élevait et diminuait selon le vent. N'est-ce pas du côté de la grande fondrière de Grimpen? Ah, oui. Ne croyez-vous pas aussi que c'était un hurlement de chien? Oh, je ne suis plus un enfant. N'appréhendez pas de me dire la vérité. Lorsque je l'entendis pour la première fois, Stapleton m'accompagnait. Il m'affirma que ce pouvait être l'appel d'un oiseau de passage. Oh, non, 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 c'était bien un chien. Mon Dieu. Y aurait-il quelque chose de vrai dans toutes ces histoires? Suis-je réellement menacé d'un danger de provenance mystérieuse? Vous ne croyez pas, n'est-ce pas, Watson? Non, non, certainement non. Ah non, autre chose est de plaisanter de cela à Londres, ou d'entendre un cri pareil ici sur la lande. Et mon oncle, n'a-t-on pas remarqué près de son cadavre l'empreinte d'une patte de chien? Tout cela se tient. Je ne me crois pas poltron, Watson, mais ce bruit a figé mon sang, tâté mes mains. Il n'y paraîtra plus demain, dis-je à Sir Henry, en manière d'encouragement. J'ai peur de ne pouvoir chasser ce cri de ma pensée. Que conseillez-vous de faire maintenant? Retournons au château. Oh, jamais de la vie. Nous sommes venus pour arrêter Selden, nous l'arrêterons. Le prisonnier nous aura à ses trousses et nous, un chien fantôme ou l'autre. Alors en avant, nous verrons bien si le diable a lâché sur la lande tous les démons de l'enfer. Et toujours guidés par la petite lueur qui scintillait devant nous, nous reprîmes notre marche en trébuchant à chaque pas dans les broussailles. Par une nuit noire comme une gueule de four, on se trompe facilement dans l'évaluation de la distance à laquelle on croit apercevoir une lumière. Elle nous paraissait parfois très éloignée, tandis qu'à certains moments nous l'aurions cru seulement à quelques mètres de nous. Nous la découvrîmes enfin. En la collant avec sa propre cire, on avait fiché une bougie dans une crevasse de rocher. Cette précaution avait le double avantage de la préserver du vent et de la rendre visible que du château. Un bloc de granit dissimulait notre présence. Accroupis derrière cet abri, nous avançâmes la tête pour examiner ce phare minuscule. Cette simple bougie, brûlante au milieu de la lande, sans autre signe de vie autour d'elle, était un bizarre spectacle. Que faire? Murmura Sir Henry à mon oreille. Attends, répondis-je sur le même ton. Notre homme doit se tenir à proximité de sa lumière. Tâchons de l'apercevoir. À peine avais-je achevé ces mots que mon désir fut réalisé. Sur les rochers qui surplombaient la crevasse où brûlait la bougie, se profilait la silhouette d'un homme dont la figure bestiale décelait toutes les plus basses passions. Souillé de boue, avec sa barbe inculte et ses longs cheveux emmêlés,
On aurait pu le prendre pour un de ces êtres primitifs ensevelis depuis des siècles dans les sarcophages de la montagne. La clarté de la bougie montait jusqu'à lui et se jouait dans ses yeux, petits, astucieux, qui scrutaient fiévreusement à droite et à gauche l'épaisseur des ténèbres comme ceux d'une bête sauvage qui a éventé la présence des chasseurs. Quelque chose avait évidemment éveillé ses soupçons. Peut-être avions-nous omis un signal convenu entre Barrymore et lui. Ou bien le drôle avait-il des raisons de croire qu'un danger le menaçait? Toujours est-il que je lisais ses craintes sur son horrible visage. À chaque instant, il pouvait sortir du cercle lumineux qui l'entourait et disparaître dans la nuit. Je bondis en avant, suivi de Sir Henry. Au même moment, le prisonnier proféra un épouvantable blasphème et fit rouler sur nous un quartier de roche qui se brisa sur le bloc de granit derrière lequel nous nous abritions. Pendant l'espace d'un éclair, je le vis très distinctement, tandis qu'il se levait pour fuir. Il était de petite taille, trapu et très solidement charpenté. Par un heureux hasard, la lune vint à déchirer son voile de nuages. Nous escaladâmes le monticule. Parvenus au sommet, nous distinguâmes Selden, qui en descendait précipitamment la pente escarpée en faisant voler les cailloux de tous côtés tel un chamois. J'aurais pu l'abattre d'un coup de revolver, mais je n'avais emporté cette arme que pour me défendre en cas d'attaque et non pas pour tirer sur un fuyard sans défense. Nous étions, Sir Henry et moi, d'excellents coureurs, parfaitement entraînés, seulement nous nous rendîmes bien vite compte que nous ne rattraperions pas notre homme. Longtemps, à la clarté de la lune, nous le suivîmes jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un point imperceptible, glissant rapidement à travers les rochers qui hérissaient une colline éloignée. Nous courûmes jusqu'à perte d'haleine, mais l'espace entre lui et nous s'élargissait de plus en plus. Finalement, nous nous arrêtâmes exténués pour nous asseoir et le regarder disparaître au loin. Ce fut à ce moment que survint la chose du monde la plus extraordinaire et la plus inattendue. Nous venions de nous relever et nous nous disposons à reprendre le chemin du château, abandonnant cette inutile poursuite. Vers notre droite, la lune s'abaissait sur l'horizon. Déjà la cime d'un pic avait mordu la partie inférieure de son disque argenté. Alors, là, sur ce pic, se dessina, noir comme une statue d'ébène sur ce fond éclatant de lumière, le profil d'un homme. Ne croyez pas, mon cher Holmes, que j'ai été le jouet d'une illusion. Je vous assure que de ma vie, je n'ai rien vu de plus distinct. Autant qu'il m'a été possible d'en juger, cet homme m'a paru grand et mince. Il se tenait debout, les jambes un peu écartées, les bras croisés, la tête basse, dans l'attitude de quelqu'un méditant sur l'immensité qui se déroule devant lui. On aurait pu le prendre pour le génie de ce terrible lieu. Ce n'était pas Selden, car cet homme se trouvait très loin de l'endroit où le prisonnier avait disparu à nos yeux. D'ailleurs, il paraissait beaucoup plus grand que le frère de Madame Barrymore. J'étouffai un cri de surprise et j'allais le montrer au baronnet, lorsqu'il s'éclipsa pendant le temps que je me mis à saisir le bras de mon ami. La crête de la colline avait entamé plus profondément le disque de la lune,
Mais sur le pic, il ne restait plus de traces de cette muette apparition. Je voulus me diriger de ce côté et fouiller cette partie de la lande. J'y renonçai, elle était trop distante de nous. Les nerfs du baronnet vibraient encore sous le cri qui lui rappelait la sombre histoire de sa famille. Je ne le sentais pas d'humeur à tenter de nouvelles aventures. Sir Henry n'avait pas vu l'homme du pic. Il ne pouvait partager le frisson que son étrange présence et sa majestueuse attitude avaient fait passer dans tout mon être. « Quelques sentinelles, dit-il, depuis l'évasion de Selden, la lande en découverte. » Malgré la vraisemblance de cette explication, je ne suis pas convaincu. J'irai aux preuves. Aujourd'hui, nous écrivons au directeur de la prison de Princetown pour lui indiquer les parages où se cache le contumace. Mais quel malheur que nous n'ayons pu nous emparer de lui et le ramener triomphalement à son cachot. Telles sont, mon cher Holmes, les aventures de la dernière nuit. Vous ne vous plaindrez pas de l'étendue de mon rapport. Certes, il contient force détails qui ne touchent que de très loin à l'affaire. Toutefois, il me semble qu'il vaut mieux que vous soyez tenu au courant de tout. Vous trierez vous-même les renseignements utiles qui vous aideront à asseoir votre opinion. Avouez que nous avons fait quelques pas en avant. En ce qui concerne les Barrymore, nous avons découvert le mobile de leurs actions et de ce côté, le terrain est déblayé. Seule la lande, avec ses mystères et ses étranges habitants, demeure toujours plus insondable que jamais. Peut-être, dans ma prochaine lettre, pourrais-je vous fournir quelques éclaircissements sur ce qui s'y passe. Le mieux serait que vous vinssiez au plus tôt. En tout cas, vous recevrez d'autres nouvelles sous peu de jours.